Bonjour à tous. Donc, je suis Olivier Combette, donc coprésident donc avec Jackie donc, du comité de filière bovin viande régional. Donc, moi, donc, je suis agriculteur dans le département du Cher et donc élu chambre d'agriculture du Cher. Donc ces travaux-là, donc on avait donc imaginé un petit cursus avec plusieurs webinaires sur des sujets différents et donc on s'était creusé un peu les méninges pour trouver un premier sujet d'intervention. Et donc le numérique en élevage nous avait semblé être un sujet pertinent, d'actualité, avec pas mal de choses à dire dessus, même si on est dans une configuration de timing un peu réduit. Et donc, nous avions sollicité donc IDEL pour intervenir sur ce sujet-là, puisque, à ma connaissance aussi, parce que j'avais dû participer au questionnaire à une époque sur l'utilisation du numérique dans les élevages. Et donc, on sollicité l'IDEL pour intervenir sur ce sujet-là. Donc, je ne vais pas aller plus loin, on a déjà pris un peu de retard. Donc, je vais laisser les différents acteurs se présenter au fil de l'eau au fur et à mesure de leur intervention. Donc, Jackie, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Les filles, allez-y. Dire simplement qu'aujourd'hui, on cherche des pistes pour renouveler les générations. Voilà, et puis que savoir comment les jeunes vont travailler demain. Et voilà, le numérique dans les élevages peut être une piste pour les intéresser pour venir travailler et reprendre nos élevages bovins viande demain et y ramener peut-être du confort de travail. Voilà ce que je voulais surtout dire. Merci. On laisse l'IDEL se présenter. Ouais, est-ce que je me lance du coup? Allez-y. Oui, Cécile, les filles, vous n'avez rien à rajouter? On avait juste un petit point par rapport à quelques rappels pratiques sur la prise de parole. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Vous pouvez aussi utiliser la zone de chat et voilà, si vous pouvez faire attention à bien laisser votre microphone fermé le temps des présentations. Et pour un petit rappel, donc en fait, ce webinaire sera enregistré et l'ensemble des présentations s'y accordent des intervenants, ainsi que l'enregistrement du webinaire seront disponibles sur le site du Cap Filière, voilà, comme le précédent webinaire. Donc c'était tout pour nous. Juste très rapidement, je vous repartage très rapidement ceci. Donc, pour rappel, la programmation de ce... Aujourd'hui, on va parler du virage numérique en élevage bovin-viande, état de la situation et perspective. Ensuite aussi de l'apport des technologies numériques pour monitorer le bien-être animal dans la filière bovin-viande. Et en dernier temps, vous aurez 3 présentations en fait, d'outils numériques au service des éleveurs bovins-viande. Voilà, comme ça on a un petit rappel de ce qui sera vu aujourd'hui. Donc Alain Clément, je te laisse la parole. Ok, merci. Et ben c'est parti, vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Ok, donc moi je suis Clément Alain, je suis responsable de projet à l'Institut de l'élevage, je suis basé à Rennes. Et donc je vais vous parler du numérique en élevage bovin-viande. Ce que je vais vous présenter, c'est fait en collaboration avec évidemment plusieurs des collègues de l'équipe que j'anime. Ce n'est pas le travail seul que moi j'ai fait, évidemment. Tout ça, c'est du collectif et c'est valable aussi pour la présentation qui concernera le bien-être animal. Ok, et ben allons-y. Donc sur le numérique en élevage, quelques mots d'abord sur quand on parle de numérique, de quoi on parle, parce que c'est quand même un mot qui est assez générique. Il y a beaucoup de choses dedans. Donc quand on parle de numérique, en tout cas à notre niveau, on met dedans ce qui va être de l'ordre du capteur, c'est-à-dire le capteur physique qui va capter une information, que ce soit du son, de l'image, le mouvement d'un animal, la température, ou ce que vous voulez, qui est un peu le point de départ du reste. On y associe également
toutes les technologies qui permettent de transférer cette information, de la faire transiter entre le capteur et un système de stockage, par exemple. Il y a aussi toute la notion de réseau derrière qui permet de faire circuler cette information qui est extrêmement importante. Le stockage lui-même, c'est encore une autre dimension. Et puis après, si on avance, on a ce qui va valoriser cette info, donc tous les outils d'intelligence artificielle qui vont permettre de faire parler cette information, les applications qui vont la restituer, la robotique. Enfin, c'est assez large et je le précise parce que si on parle de numérique, souvent, chacun a sa définition ou sa vision un petit peu restreinte, mais c'est quelque chose d'assez global. Voilà. Alors, avant de parler de l'agriculture ou de l'élevage en particulier, quelques mots sur finalement une sorte d'outil qu'on va retrouver beaucoup dans nos usages courants, et également maintenant en agriculture, hein. C'est ce qu'on appelle les objets connectés. Donc, un objet connecté, c'est souvent quelque chose qui intègre un capteur. Si je parle par exemple du smartphone, c'est un objet connecté, hein. Dedans, il y a des capteurs qui captent des choses autour de nous. Il y a tout le système de traitement de l'info qui est intégré dessus, l'application qui permet de restituer l'alerte ou l'information clé qu'on va utiliser. Donc ces objets connectés dans notre vie courante, ils sont extrêmement nombreux. Il y a des gens qui se sont amusés à essayer de dénombrer ça. Aujourd'hui, on est à plus de... alors là, ça s'arrête en 2021, mon graphique, mais on doit être à 60 ou 70 milliards d'objets connectés sur la planète. Si on ramène ça par personne, ça fait une dizaine d'objets connectés par personne. Ça paraît peut-être beaucoup, mais si vous commencez à y réfléchir autour de vous, vous vous rendrez compte que entre les voitures connectées, les smartphones, je sais pas moi, l'aspirateur connecté ou tout ce que vous avez dans votre quotidien, ça va assez vite et on arrive assez rapidement à ce nombre-là. Si on parle de robotique, je ne sais pas si la petite animation passe bien avec le débit qu'il y a, mais si on parle de robotique, il y a eu des progrès énormes dans le domaine de la robotique, que ce soit industriel ou bien là, c'est des robots de Boston Dynamics qui sont censés derrière être utilisés soit dans l'armée américaine, soit pour des tâches plus ménagères, on va dire, mais on arrive à des outils qui sont extrêmement performants aujourd'hui. De même que si je vous parle d'intelligence artificielle intégrée dans, ici c'est une voiture autonome, hein, vous connaissez tous la marque Tesla au moins de nom. Maintenant, il y a d'autres marques aussi qui utilisent cette intelligence embarquée pour de la conduite autonome. Évidemment, c'est un condensé de technologie là-dedans qui permet à la fois de capter l'environnement autour de la voiture, de la traiter en un temps réel extrêmement court pour ensuite pouvoir réagir en une fraction de seconde. Donc finalement, tout ce qui a été fait, toutes les connaissances qui ont été créées dans les domaines autres que l'agriculture, aujourd'hui, ils servent aussi et ont des retombées sur le domaine agricole et l'élevage notamment. Et ça trouve un écho finalement dans le domaine de l'élevage ou de l'agriculture parce que il y a des challenges économiques, par exemple de devoir répondre, réagir au cours du marché. Il y a des challenges structurels, hein, l'agrandissement des exploitations. Le fait qu'aujourd'hui, on n'est plus sur des fermes familiales uniquement de quelques dizaines d'animaux, mais jusqu'à plusieurs centaines, voire milliers si on va dans d'autres pays européens. Et que donc, il faut des outils pour l'agriculteur, pour l'aider à piloter ça. Et puis, quelques challenges sociétaux également. Alors, j'aurais peu de temps de parler de ça, je pense, là, sauf sur ma deuxième intervention concernant le bien-être animal. Mais vous allez voir que les technologies peuvent aussi apporter des solutions ou des réponses dans le cadre de ces challenges sociaux ou sociétaux. Voilà un peu pour l'introduction. Alors, si on regarde maintenant à l'échelle d'une exploitation, alors sur ma diapo, c'est pas une exploitation, c'est une exploitation avec plusieurs niveaux. Mais quand on parle d'élevage de précision et des usages de l'élevage de précision, il y a plusieurs dimensions. Il y a la partie automatisation des tâches astreignantes pour gagner du temps et du confort, par exemple. Bon, là, c'est tout type de filière, hein, c'est pas lié simplement au bovin viande. On pense à la traite, à l'alimentation, au nettoyage. On va trouver beaucoup de choses autour de la robotique là-dedans.
Il y a tout ce qui permet de monitorer les animaux, mais également la production de fourrage, si on étend un petit peu, pour améliorer les performances techniques. Donc là, on pense surtout aux capteurs embarqués, tout ce qui va être détection des chaleurs, détection des MISPA, localisation de l'animal éventuellement. Alors ça, je l'ai plutôt classé dans cette catégorie, j'y reviendrai. Il y a évidemment le bout de la chaîne, hein, tout ce qui va permettre d'aider à la décision, prendre une décision plus facilement. Donc souvent à partir de données qui sont enregistrées, soit sur les animaux, soit dans les bâtiments, soit sur la production fourragère. On va ranger là-dedans notamment les logiciels de gestion de troupeaux, les applications, tous les outils d'aide à la décision. Améliorer la traçabilité des animaux et des produits. On pense par exemple à l'identification électronique derrière tout ça. Piloter les conditions d'ambiance du bâtiment pour améliorer le bien-être des animaux et des éleveurs. Aujourd'hui, on a beaucoup d'automatismes qui permettent de mesurer et de piloter, par exemple, la température, l'hygrométrie, la ventilation. Alors, c'est pas encore très répandu dans les élevages bovins, mais ça commence à arriver. C'est beaucoup plus classique dans les élevages hors sol. Surveiller et protéger son troupeau, c'est devenu aussi une demande et un besoin, hein, que ce soit, alors si on commence par le plus simple, les GPS pour localiser les animaux, les clôtures virtuelles qui permettent de restreindre les animaux dans une surface donnée, les drones par exemple, qui commencent à arriver, j'en parlerai après. Hop là. Et puis encore répondre aux nouvelles demandes sociétales, on en reparlera tout à l'heure sur la deuxième intervention. Donc c'est quelque chose d'assez complet et on brosse un petit peu tous les sujets, tous les usages. Alors les choses classiques, hein, si on essaye pour définir un peu l'élevage de précision, j'ai fait un petit schéma qui simplifie tout ça, mais c'est un petit peu toujours finalement le même mécanisme, la même chaîne. On a un animal ou un bâtiment ou une parcelle qui est équipée d'un certain nombre de capteurs qui vont suivre l'animal en temps réel. Ces paramètres qui sont enregistrés par les capteurs, ils vont changer en fonction du comportement de l'animal. Par exemple, dans le cas d'un oestrus, une chaleur, on va avoir une augmentation de l'activité de l'animal qui va être détectée par le capteur. Donc, hausse d'activité, c'est souvent quelque chose d'assez binaire chez les bovins. Alerte qui est envoyée sur un smartphone ou sur un PC, et puis derrière, décision de l'éleveur d'inséminer ou pas, de traiter ou pas, de trier, de séparer l'animal, etc., etc. Ça, c'est un petit peu le schéma classique, basique. On peut évidemment le complexifier. Mais voilà ce qu'on va ranger derrière l'élevage de précision globalement. Alors, pour illustrer un peu et pour revenir sur la filière bovin-viande, et puisque ça a été cité par la première personne qui a parlé, je suis désolé, je ne me rappelle plus de votre nom, qui a participé à l'enquête, c'est l'occasion pour moi de donner quelques résultats justement qu'on vient de terminer d'analyser mais qu'on n'a pas encore publiés sur les niveaux d'équipement en France des éleveurs de ruminants. Donc on a fait toutes les filières, hein, bovin, ovin, caprin et même veau de boucherie. On a eu plus de 2000 réponses en tout, et pour les éleveurs allaitants, on a eu 633 éleveurs qui ont gentiment accepté de répondre à cette enquête. Donc c'était une enquête en ligne qui a été envoyée par mail à une base de données d'éleveurs, et aussi on l'a mise en ligne sur notre site et sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ce que je vais vous présenter moi, c'est simplement les chiffres qui sont relatifs au bovin viande. Ma carte est un peu, je suis désolé, la couleur n'est pas sortie comme je voulais, donc en vert, parce que c'est un peu inversé par rapport à ce qu'on a l'habitude. En vert, c'est là où il y a le plus de réponses. Donc vous voyez que les répondants étaient plutôt dans la zone sud-ouest ou également nord-est, mais on a eu des réponses un peu dans toutes les régions. Alors, sur les types d'équipements, oui, ce que je peux vous dire avant de présenter, donc l'enquête elle portait sur les niveaux d'équipement, ce dont les gens étaient équipés ou non, et également sur les bénéfices et les risques, les contraintes liées à cet équipement numérique. Donc, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Évidemment, en bovin viande, les niveaux d'équipement sont beaucoup plus faibles qu'en bovin lait. C'est ce qu'on a observé, mais par contre, on a vraiment une croissance importante ces dernières années. Donc, j'ai essayé de classer ça par catégorie.
En ce qui concerne les capteurs de monitoring embarqués, ce dont les éleveurs sont équipés en majorité, ce sont les systèmes de détection des vélages, hein, avec presque 20% des éleveurs équipés. C'est plus qu'en élevage laitier d'ailleurs. Ce taux-là est un peu plus faible en élevage laitier. Ensuite, on va trouver détection des chaleurs et monitoring de l'alimentation. Donc là, c'est comportement d'ingestion, de rumination qui est souvent vendu avec le système de détection des chaleurs. Si on regarde les éleveurs qui ont au moins un outil de monitoring embarqué sur leur exploitation, c'est 24% des gens qui ont répondu. En termes de robotique, c'est là où l'élevage bovin-viande est en retard, hein, par rapport à l'élevage laitier. C'est pas tellement étonnant. Il n'y a que simplement 7% des éleveurs qui ont au moins un type de robot. Et le premier qui arrive en tête, c'est le robot racleur de lisier. Enfin, robot de nettoyage du lisier, avec simplement 4% des éleveurs enquêtés. Donc, ça reste vraiment anecdotique à ce niveau-là. Et pour ceux qui arrivent ensuite, c'est encore plus faible. Par contre, si on regarde non pas les robots, mais les automates, ou ce qu'on classe dans automatisme, par exemple les balances électroniques, on est sur notre échantillon enquêté à 18% des éleveurs équipés. 2% pour les portes de tri, et pour DAC et DAL, dans les deux cas, on avait 1,6% des éleveurs enquêtés qui étaient équipés, donc ça nous fait 21% des éleveurs qui ont au moins un de ces types d'équipements. Par contre, donc, sur l'équipement du bâtiment, un équipement qui est extrêmement courant, et même plus qu'en élevage laitier, ce sont les caméras de surveillance. Donc là, on a 42% des éleveurs qui ont répondu qui sont équipés, ce qui est un taux important. Ce qui arrive en deuxième, c'est les prises connectées. C'était une surprise pour moi. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens qui possédaient ce genre d'équipement. Donc, c'est simplement une prise qu'on peut allumer ou éteindre à distance. Et ensuite, on trouvait les compteurs à eau connectés. Donc, au moins la moitié, la moitié des éleveurs ont au moins un outil connecté en bâtiment. Et puis enfin, la dernière catégorie, c'est les technologies de gestion du pâturage et des fourrages. Donc là-dedans, il y avait des choses assez variées. On va trouver les stations météo en premier, 14%. Un outil qui vient d'arriver, c'est-à-dire que si je repars 5 ans en arrière, on n'avait pas du tout ou très peu d'éleveurs équipés de drones. Là, on en a presque 10%. C'est vraiment une croissance très forte en quelques années, pour la surveillance des animaux pâturage notamment. Et ensuite, les clôtures connectées, donc c'est un système qui permet d'activer ou désactiver sa clôture à distance, ou d'être informé d'une rupture de courant, de tension dans le fil. Voilà, donc 25% des éleveurs enquêtés avaient au moins un outil de gestion autour du pâturage ou des fourrages, disons. Donc voilà, en synthèse, sur cette enquête, on a 84% des éleveurs allaitants. Alors, dans allaitants, hein, j'ai rangé, c'est un mix, vous m'excuserez cette simplification. C'est à la fois les éleveurs naisseurs, engraisseurs, mais aussi simplement engraisseurs. Et on voit qu'il y a une perspective de croissance, surtout, c'est-à-dire que 65% des non équipés envisagent de s'équiper à court ou moyen terme d'au moins un outil connecté. Et pour ceux qui sont déjà équipés, 84% de ceux-là, donc 84% des 84%, envisagent de s'équiper à court ou moyen terme d'autres systèmes. Voilà, donc là, c'est simplement la partie taux d'équipement. Et ensuite, on a posé également des questions c'est sur qui s'appuyer pour s'équiper. On a demandé aux éleveurs enquêtés quelles sont les sources d'informations que vous mobilisez pour vous équiper, auprès de qui vous vous renseignez. Ce qu'on va trouver, sans surprise, hein, c'est d'abord les autres éleveurs, c'est-à-dire les agriculteurs se renseignent auprès de leurs pairs, de leurs voisins. Enfin, quand je dis leur père, P-A-I-R-S, hein, pas P-E-R-E-S. Et voilà, donc ça arrive en tête. Ensuite, on va trouver chambre d'agriculture, les fabricants de capteurs ou les distributeurs, disons, vétérinaires, Internet, etc. Alors, je pense qu'il y a un petit problème. Je ne sais pas s'il y a des gens du contrôle de performance qui m'écoutent. Cette valeur très faible est sûrement un biais lié à l'enquête, parce que dans la question, c'était contrôle de performance, entre parenthèses, entreprise de conseil en élevage. Mais beaucoup, je pense,
des gens ont interprété ça comme les entreprises de conseil en élevage de contrôle laitier et non pas bovin croissance. Donc ce taux est faible spécifiquement pour les bovins viande, sachant que pour les bovins lait, il est beaucoup plus fort et pour les autres filières aussi. Donc je pense que c'est un biais lié à la façon dont on a posé la question. Il y a un effet fort du niveau d'équipement en fonction de la taille du troupeau. Si on cumule les animaux sur l'exploitation, vaches plus animaux à l'engraissement, on voit que en fonction des classes de nombre d'animaux sur la ferme, eh ben, le nombre d'objets connectés augmente en conséquence. C'est pas tellement étonnant, hein. Plus l'exploitation est importante, plus on a besoin d'outils pour piloter l'élevage. On retrouve ça exactement la même chose en élevage laitier. Il y a également le système d'élevage qui va être impactant. Alors moins en bovin viande, hein, c'est pas très significatif, c'est-à-dire si on sépare les fermes où les animaux ont accès au pâturage ou celles où les animaux n'ont pas accès au pâturage, donc ça va être plutôt de l'engraissement simplement, on voit qu'on a un niveau d'équipement un peu plus fort, mais c'est peu significatif. En élevage laitier, c'est très flagrant. Ceux qui ne font pas pâturer ont beaucoup plus d'équipement que ceux qui font pâturer. Tout simplement parce que ça indique quelque chose sur le système d'élevage plus ou moins intensif. Voilà, j'ai mis des petits verbatims aussi pour illustrer. Donc là, c'est quelqu'un qui nous disait, étant éleveur de bovins allaitant bio, je privilégie l'autonomie alimentaire et me limite à une caméra pour surveiller les vélages et à une clôture électrique connectée pour surveiller son bon fonctionnement. Matériel pas trop onéreux, simplifiant la vie et simple à prendre en main. Voilà, alors si je fais une petite synthèse, je ne sais pas si j'ai le temps là, je ne me rends pas compte, mais je pense que je peux encore pousser 5 minutes. Donc pour une petite synthèse sur ces équipements-là, 84% des éleveurs allaitants sont équipés d'au moins un outil connecté, c'est un chiffre à retenir. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que les success stories, ce qui marche le plus, c'est ce qui va faire progresser les performances de l'élevage en termes de production, de santé, de reproduction, d'environnement ou de bien-être animal, ou réduire le travail d'astreinte physique ou mentale. C'est évidemment à chaque fois dans ces, dans ces domaines-là, pour ces utilisations-là, qu'on va trouver les outils qui fonctionnent et qui sont le plus commercialisés. Donc ceux qui se sont imposés sont en général ceux qui vont assister l'éleveur dans une tâche qu'il réalisait déjà avant, mais soit visuellement ou manuellement, et des outils qui sont performants pour mesurer des paramètres ou des événements simples, soit la production, le poids, les chaleurs, les mises bas. Hein, si je regarde un peu plus en détail et si on revient sur ce que j'ai dit, un des premiers outils qui va arriver, qu'on va voir, alors peu en élevage allaitant, mais dans les autres filières, c'est assez net, l'identification électronique, parce que c'est un peu le préalable à toute mesure individuelle. Si on veut mesurer sur l'animal, il faut pouvoir l'identifier. Et quand ce n'est pas un outil embarqué sur l'animal, il faut pouvoir identifier l'animal quand il est dans un DAC, par exemple, ou une balance automatique. L'automatisation des tâches, j'en ai parlé. Donc ici, par exemple, distribution automatique des aliments. Donc ça va remplacer quelque chose que l'éleveur faisait déjà avant, plus ou moins manuellement. Alors pas forcément à la fourche, hein, mais avec une distributrice et un tracteur. Donc semi-manuellement, on va dire. Mesure de paramètres ou d'événements clés. Le poids, les chaleurs, les mises bas, tout ça, c'est facile. C'est un peu binaire. L'animal, il a mis bas, il n'a pas mis bas, il est en chaleur ou pas. Ou des critères importants, notamment pour le pilotage des fourrages comme la météo. Et puis ce qu'on voit le plus arriver là, c'est tout ce qui est surveillance à distance, donc caméra dans le bâtiment ou drone. Et le drone, là, on est à 10%. Je suis persuadé que si on refait l'enquête dans 10 ans, on sera à 20-30% de gens équipés, quoi. Tellement c'est une croissance rapide. Alors là où c'est un peu plus compliqué, mais je ne vais pas trop perdre de temps là-dessus parce que je vais en parler après, c'est tout ce qui concerne la détection de troubles sanitaires ou de bien-être animal. Là, c'est plus compliqué, on a moins d'outils sur le marché. Ça va souvent mesurer des paramètres qui ne sont pas spécifiques d'un trouble en particulier. Si par exemple, vous achetez un bolus, donc c'est un thermomètre qui va être ingéré par l'animal et qui va rester dans son rumen pour suivre des variations de température. Les variations de température, la hausse de température, par exemple, ce n'est pas spécifique d'un trouble en particulier. C'est difficile de faire un diagnostic avec simplement de la température. C'est pareil, une baisse de rumination, une chute de rumination, d'ingestion, c'est compliqué de dire c'est tel ou tel trouble. Donc,
En fait, ces outils-là, ils sont aujourd'hui plus difficiles à utiliser, à valoriser que la vache à mi-bas ou pas, quoi. On reviendra là-dessus. Oui. Non. Ok, je finis avec toujours sur l'enquête, hein, les avantages mentionnés par les éleveurs enquêtés. C'est le premier qui revient en tête, c'est le gain de temps, le gain de confort, le gain d'attractivité du métier en troisième, assez proche finalement des réponses précédentes. Et puis, gain de performance, partage d'infos au sein de l'exploitation ou gain économique, ça arrive en queue de peloton et le gain économique arrive en dernier sans surprise. Les éleveurs ne sont pas forcément dupes sur ce que ça peut apporter économiquement. Ce n'est pas encore des choses qui sont prouvées, enfin, qui sont connues pour être extrêmement pertinentes en termes de gain économique. Ce que ça va vraiment apporter, c'est gain de temps et gain de confort. Les limites, qui sont mentionnés. Donc, ça peut varier d'une filière à l'autre, hein. Là, je répète, je vous parle des bovins viande. Ça peut être différent de ce qu'on va trouver en élevage laitier. Mais ce qui arrive en tête, c'est le manque de compatibilité entre les technologies ou les applications. Elles sont souvent pas compatibles entre elles. Il faut plusieurs applications, une application par techno. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'embêtant. Le réseau Internet mobile qui est insuffisant, ou fixe d'ailleurs. Débit Internet insuffisant, ça arrive un peu après, mais on le retrouve aussi. Donc les problèmes de réseau, ça c'est classique. Le rapport coût-bénéfice insuffisant, donc ça revient avec le coût que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc on achète quelque chose et on n'a pas de retour sur investissement suffisant. L'utilisation ou le risque d'utilisation abusive de vos données, c'est quelque chose qui est arrivé également. On trouve aussi des choses sur l'effet des ondes sur les animaux ou sur les hommes. Le besoin de maintenance importante et trop d'alertes ou trop d'infos avec des difficultés à trier tout ça. Si on regarde ce qu'en disent les éleveurs, j'ai essayé de regrouper quelques verbatim. Donc les éleveurs avaient la possibilité de mettre un commentaire libre à la fin du questionnaire. Donc il y a des commentaires positifs évidemment. Les objets connectés deviennent indispensables avec l'agrandissement des exploitations. Ils apportent de la souplesse et un bon appui malgré leur coût. Ou encore, la robotique apporte une souplesse d'horaire, réduit les efforts physiques. Il faut accepter d'être possiblement appelé à n'importe quelle heure, mais la robotique a un avenir au sein des exploitations. Les gens veulent être plus libres, un peu comme un salarié qui a des vacances et des week-ends. Par contre, on trouve aussi des choses négatives, comme pour revenir sur les problèmes de compatibilité. Les choses seraient plus simples si les outils pouvaient communiquer entre eux et si les systèmes étaient étudiés pour éviter de faire les choses plusieurs fois. Ça, c'est un petit peu le truc qui revient tout le temps. Je pourrais avoir plus de matériel connecté. Le gros problème, c'est le réseau téléphonique et le Wi-Fi qui sont très problématiques. Réseau très faible, voire inexistant. Ou encore, les objets connectés sont peut-être l'avenir, mais j'ai peur des ondes, car j'ai déjà des problèmes de fertilité et de santé animale depuis que les opérateurs ont modifié la puissance des antennes. Quand elles sont dehors, on ne les reconnaît plus par rapport au bâtiment, au niveau caractère et santé. Donc je ne dis pas que c'est juste ou faux, je relate simplement le ressenti des éleveurs et les commentaires qu'on a eus. Et enfin, quelque chose qu'on a posé, une question qu'on a posée aussi, c'est le partage des données qui sont générées par tous ces outils. Donc, on a demandé aux agriculteurs est-ce qu'ils seraient d'accord pour partager leurs données avec soit le vétérinaire, soit les conseillers, avec d'autres collègues éleveurs, avec l'administration ou avec des acteurs économiques externes, par exemple. Et ben, on voit qu'il y a assez peu de problèmes pour partager les données avec le vétérinaire ou les conseillers, voire avec d'autres collègues éleveurs, si ça peut apporter quelque chose sur la partie conseil ou soins des animaux. Par contre, l'administration et les acteurs économiques, il y a vraiment une défiance par rapport à ça et au partage des données. Hop là. On a eu des commentaires de ce type-là. Hein. Je ne souhaite pas subir la dictature des logiciels informatiques qui deviendrait un véritable réseau de renseignement pour l'administration. Nous deviendrons une agriculture purement administrée qui pourrait être déconnectée de la réalité sur le terrain et devenir ingérable. Je ne suis pas forcément d'accord avec cette déclaration, néanmoins, c'est le ressenti des gens qui ont été enquêtés, et donc il faut le respecter. Voilà, donc on a ce type de retour. Je pense que j'ai
largement dépassé le temps que j'avais, donc il est temps de conclure sur cette première présentation. Ce que je voulais rappeler, donc, c'est que de plus en plus d'éleveurs bovins viande sont équipés. Ils commencent à rattraper les bovins laitiers. On n'en est pas encore au même niveau, mais 84% ont au moins un outil connecté. Le top 3, c'est les caméras de surveillance, donc, et la détection des vélages et bascule électronique. Et je vous rappelle les avantages contraintes. Donc, dans les avantages, c'est temps, confort de travail et intérêt du métier. Et dans les principales contraintes, compatibilité entre les outils, ce qu'on appelle, nous, l'interopérabilité, les problèmes de réseau, et puis, évidemment, le coût qui est trop élevé par rapport au retour sur investissement qui est attendu. Voilà pour cette première présentation. Et si vous avez des questions ou si vous voulez des précisions, n'hésitez pas. C'est très court pour moi, j'ai tellement plus de trucs à dire que c'est presque frustrant, mais c'était la commande. Merci Clément pour cette première présentation. Du coup, du côté des participants, est-ce que vous avez des éléments, des remarques ou des questions? Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat. Il y a une question, enfin, c'est une remarque plutôt. Gains de temps et gains ergonomiques peuvent être présentés comme des gains économiques. Effectivement, ça dépend des façons de les présenter. Le gain de temps, ça peut être... En fait, nous, on a toujours la question quand on fait des calculs de retour sur investissement, est-ce qu'on met le temps ou pas? En fait, le temps, ça peut être transformé en euros. Certains font le choix de faire ça. Si le temps gagné est réinvesti dans une activité économique, par contre, si ce temps gagné n'est pas réinvesti dans une activité économique, si par exemple c'est juste pour avoir plus de temps avec sa famille ou faire des choses à l'extérieur de l'exploitation, ce qui est très bien. C'est difficile de mettre une valeur économique. C'est pour ça que c'est toujours compliqué, je trouve, de le chiffrer. Mais des fois, on le fait. Des fois, on transforme. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? A priori, non. On peut peut-être vous laisser continuer. Il y a C'est Christelle qui lève sa main. Moi, j'ai juste une question aux participants, notamment aux éleveurs qui participent. Est-ce qu'ils ont des outils connectés aujourd'hui? Enfin, voilà, est-ce qu'ils peuvent faire partager peut-être leur expérience? Moi, seulement une caméra. Voilà, Jean-Claude Prieur. Caméra de surveillance. OK. Mais Merci. on ne sait jamais. Je pense que la détection des chaleurs, ça va être quelque chose aussi, parce que ça demande énormément de temps et de surveillance. Et je pense que l'outil prochain chez nous, ce sera la détection des chaleurs. Bonjour à tous, Maxime Pion. Donc nous, on a aussi une caméra de surveillance depuis 2006. Donc, et on vient de s'équiper d'un détecteur de chaleur. Là, les colliers sont mis en place depuis 15 jours. Là. Donc, je ne peux pas vous dire si c'est satisfaisant pour l'instant, mais on en reparlera dans 2-3 mois. Est-ce que dans vos cas, là, l'accès au réseau est un problème ou pas forcément? Bon, ça, c'est très variable selon là, si vous êtes situé en plaine, près d'une grande ville, etc. Mais Alors, ça fait partie? Ouais. non, on a la fibre. Enfin, personnellement, j'ai la fibre. Et puis, réseau 4G, Ouais, globalement, OK. pas de problème. Des variations, mais des variations de qualité, mais assez peu de problèmes. Il y a une question de Jackie. Oui. Ouais, moi j'ai installé les caméras, mais pas les caméras de surveillance village, mais de caméras pour surveiller les animaux dans les bâtiments, leur comportement. Et effectivement, moi c'est le réseau qui fait qu'aujourd'hui elles sont éteintes.
Ah ouais. J'ai pas la 4G, j'ai pas donc c'est des systèmes de surveillance basique, mais voilà, le réseau fait qu'aujourd'hui ça marche pas. Voilà. Et l'autre question, c'est quoi que vous mettez derrière bascule électronique? Parce que c'est Alors avec oui, récupération de données ou c'est juste autrement on a tous une merde. Enfin, elles sont toutes électroniques, nos bascules. oui, c'est ça. Alors, c'est difficile parce que sur l'enquête qu'on a pu faire, c'était difficile de rentrer dans ce détail absolument. Je pense que vu le taux de gens qui ont répondu sur cet équipement-là, à mon avis, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire c'est une bascule électronique, mais pas forcément avec transmission de données, quoi. Ouais, donc elle n'est pas connectée, elle est juste. Donc Voilà. c'est pas forcément. Elle Ouais, donne le voilà. poids Là, digitalement, quoi. c'est ça, ouais. C'est plutôt un C'est standard. équipement digital non connecté, à mon avis, hein. Mais il y a d'autres équipements comme ça où c'est pas simple de trier parce qu'il y a une grande variété de dispositifs et c'était pas toujours facile de faire la différence. Mais là, oui, je suis d'accord avec vous, c'est plutôt quelque chose d'assez classique. Oui, ben chez nous connectés, on est donc Olivier Combette. On est dans caméra surveillance depuis 1995, je crois. On doit avoir installé ça. On a le drone aussi. Ça fait déjà 4 ans, le drone aussi. Clôture électrique connectée. Alors, quand je dis clôture électrique connectée, c'est pas la clôture virtuelle, hein, c'est Oui. simplement des indicateurs de charge de clôture. Comme ça, c'est tout. Après, en prévision, c'est comme disait Jean-Claude, surveillance chaleur, c'est des choses qui sont dans les tuyaux. Tout ce qui est pesé, bascule électronique, on l'a encore pas fait. Je pense que ça, c'est quelque chose qui viendra aussi avec de la boucle électronique. Je pense que quand on va se mettre à diffuser de la boucle électronique de façon plus large et matérialiser tout ça, on va avoir accès à d'autres choses et des façons de travailler peut-être différentes aussi là-dessus. Et puis après, bien effectivement, moi je rejoins ce que tout le monde pouvait vous dire dans la démarche et dans les commentaires. Hein, c'est l'agglomération de données et la compatibilité des outils les uns entre les autres. Ça, c'est quelque chose qu'on attend beaucoup. Et pour le reste, pour ma part, moi, je suis utilisateur de l'informatique à la ferme, de l'ordinateur depuis 1983. Ok, un pionnier, quoi. Il y avait, je crois, Jackie, à nouveau. Ouais, ce qui me gêne, moi, c'est que la caméra, elle est dans le bureau, la clôture connectée, je sais pas ce que c'est, mais elle est souvent sur le poste de clôture qui dit si ça marche pas. Voilà, c'est la centralisation des informations. Non, Jackie. C'est bon, c'est la poche. La caméra, elle est sur le smartphone. Ouais, maintenant, ouais. Donc tu l'as dans la poche. Donc tu l'as dans la poche en permanence. La clôture connectée, c'est pareil. Le détecteur de chaleur, c'est pareil. Tout est sur le smartphone. Non, maintenant, il va falloir que je réinvestisse, c'est trop vieux. Oui, pour rigoler, Jackie, je peux partir en vacances à Washington ou à Pékin, je peux regarder mes vaches. Hein. Amen. Aujourd'hui. Ouais, mais enfin, s'il y a un village, tu vas être trop loin. Hein. On est d'accord. Ouais, ça fait partie des choses, c'est marrant ça, parce que ça fait partie des choses qui sont remontées aussi, quoi. C'est-à-dire, alors plus en élevage laitier, mais il y a quelques agriculteurs qui deviennent un peu accros finalement à cette connexion à distance, là. Accros dans le sens où si on part en vacances, j'ai rencontré une éleveuse qui me disait ça, quoi. Elle a un robot, elle est connectée en permanence. Quand elle part en vacances, elle continue à regarder tous les jours, 20 fois par jour, les données pour voir si tout va bien, quoi. Et c'est un peu aussi le piège, évidemment, de ces outils-là dans l'autre sens. Je vois le temps qui passe, même si les discussions les échanges sont très intéressants. Clément, je te laisse peut-être passer à la deuxième. Oui. Alors j'ai moins de temps pour la deuxième, encore moins de temps pour la deuxième, je crois. Donc j'enchaîne. Alors c'est pas moi qui étais censé faire cette deuxième présentation. Je suis pas un spécialiste du bien-être animal, mais je peux en parler.
évidemment. Et puis, donc, ma collègue Agathe Shep m'a aidé à faire les diapos. Bon, là, l'idée, encore en un temps très court, c'est de vous parler de l'apport de ces technologies numériques pour monitorer le bien-être animal dans la filière bovin-viande. Il y a plein de projets que nous, on mène, que l'INRA mène, enfin INRAE à l'échelle française, à l'échelle européenne, il y a aussi pléthore de projets là-dessus. On pourra pas discuter de tout, mais je vais vous montrer un petit échantillon de ce qu'on peut faire autour de ça. Bon, d'abord, peut-être un petit rappel sur le bien-être animal. La définition finalement qui a été actualisée là récemment, c'est que le bien-être des animaux, c'est l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. C'est évidemment un sujet d'intérêt et c'est aussi un sujet sensible chez nos concitoyens globalement, avec une prise en compte qui est croissante, que ce soit par les consommateurs, les citoyens et du coup également par les filières, avec une variété selon les filières évidemment. Et puis, c'est une cible de fait pour beaucoup de projets de recherche qui tournent autour de ce sujet. Alors, j'associe au bien-être animal également la santé dans mon propos, parce que dès qu'on va parler de nouvelles technologies ou de numérique utilisées sur les exploitations ou dans les projets de recherche, c'est souvent à la frontière entre santé et bien-être, quoi. Donc, les nouvelles technologies ou les technologies du numérique, c'est un soutien c'est une solution en fait qui peut être vraiment très utile dès lors qu'on va parler de bien-être animal, parce que aujourd'hui, pour évaluer le bien-être, c'est souvent par du visuel. Alors, vous connaissez ou avez entendu parler des méthodes type Boviwell, par exemple, des sortes d'audits ou de diagnostics qui sont faits à partir d'observations sur l'exploitation. Malheureusement, l'humain, il est limité dans le temps, dans sa capacité dans le temps à observer les animaux, et il ne peut pas le faire 24 sur 24, il ne fait pas la nuit, etc. Donc ces technologies, c'est vraiment un plus pour ça, parce qu'on va pouvoir avoir une observation continue dans le temps, on va pouvoir accéder à des indicateurs qui peuvent être difficiles à regarder, à évaluer en routine, dès lors qu'on est sur des comportements qui sont un peu rares, qui ne sont pas très fréquents. C'est compliqué de laisser une personne plusieurs heures d'affilée regarder s'il voit le comportement en question. Et puis, le plus de ces technologies du numérique, c'est souvent qu'elles peuvent être assez précoces, détectées de façon précoce, plus précoce qu'un humain, des troubles sanitaires, par exemple. Je vous donnerai un exemple après avec les troubles respiratoires. Alors, plusieurs choses, plusieurs projets qu'on a en cours. Le premier d'entre eux, donc, qui s'appelle Bebop, et qui a pour objectif d'utiliser la vidéo pour faire de l'analyse comportementale. Et comme je l'ai dit, le comportement, quand on parle de bien-être, c'est un indicateur d'alerte qui est assez efficace. Un trouble du comportement peut révéler un trouble du bien-être avec ce qu'on appelle les comportements stéréotypiques, par exemple des animaux qui vont jouer avec leur langue, qui vont mordiller ou lécher pendant des heures durant soit un congénère ou quelque chose dans le bâtiment. Voilà. Mais par contre, c'est parfois difficile à observer, ça peut être sensible, difficile à mesurer. Donc voilà, l'idée, c'était d'utiliser de la vidéo à partir de caméras classiques, type vidéosurveillance que vous avez dans vos exploitations. Ça permet, le gros avantage, c'est qu'avec une caméra, on peut suivre, alors pas tout le bâtiment, mais au lieu d'équiper chaque animal d'un capteur embarqué, avec une caméra, on peut voir plusieurs animaux à la fois. Et si on rajoute une couche d'intelligence artificielle là-dessus, on peut automatiser le suivi du comportement et détecter un certain nombre d'éléments et générer des indicateurs d'anomalies. Alors, dans le projet, on n'est pas encore à l'échelle de générer des indicateurs. Par contre, on est capable aujourd'hui de filmer et d'analyser en temps réel les images pour capter des comportements.
Je vais vous montrer une petite vidéo donc sur une des 2 fermes expérimentales qui participent au projet. Donc, il y a la ferme des Établières et la deuxième, j'ai un trou, désolé, ça ne me revient pas, où on a pu donc filmer des bovins voilà, en direct et avec la couche d'intelligence artificielle, indiquer ce que l'animal il fait et quel comportement il a. Alors attendez, je vais revenir parce que ça passe un peu vite. Je vais faire un arrêt sur image. Vous voyez par exemple qu'ici, il va trouver que cet animal-là, au fond de la case, là, il est debout. Standing, ça veut dire debout en anglais, avec une probabilité de 97%. Donc là, il est quasiment sûr de ce qu'il dit. Là, ceux-là, il les identifie comme étant en train de manger, hein, eating, avec des pourcentages que vous avez. C'est la probabilité que lui estime d'avoir juste dans sa prédiction. C'est une sorte d'indice de confiance, quelque part. Voilà. Donc, on est capable aujourd'hui d'avoir ces comportements assez basiques. Debout couché, là, on le voit hein, aussi en bleu. C'est des animaux qui sont allongés. Alors, vous voyez, ça, c'est un bon exemple, cette vidéo, parce que ça me permet de faire un petit point sur la difficulté d'utiliser de la vidéosurveillance ou de la vidéo globalement pour capter un comportement. C'est que l'environnement, il va énormément jouer sur la qualité de la prédiction. Vous voyez ici que l'image est sombre, qu'il y a du soleil qui passe à travers le bâtiment et on a des zones d'ombre. On va retrouver des bandes sur les animaux, par exemple, qui sont liées je pense au cornadis. Et ça pose un certain nombre de problèmes quand on fait l'apprentissage, quand on demande à l'intelligence artificielle d'apprendre automatiquement, parce que dès lors qu'on a des images qui diffèrent de d'habitude, ça peut poser des problèmes. Parce que la grosse difficulté sur cette technologie-là, c'est qu'avant qu'elle soit capable de détecter automatiquement les comportements, il va falloir lui montrer des heures et des heures de vidéos sur laquelle un humain va dire, OK, il va mettre, enfin au début on fait ça, hein, on va prendre cette image, on va mettre un carré autour de cet animal et on va dire, cet animal, il est debout. Celui-là, il est couché. Et on va faire ça sur des heures et des heures de vidéos sur laquelle l'intelligence va apprendre à partir ce qu'on appelle de l'étiquetage. L'étiquetage de la vidéo, c'est ce que je viens de vous dire. On détourne un animal et on dit ce qu'il fait. Donc ça, il faut des milliers d'heures avant, en tout cas d'images, avant que l'intelligence artificielle soit capable d'apprendre et donc de générer automatiquement ces comportements. Et ça, c'est le gros point noir de ces technologies aujourd'hui. En tout cas, tout ce qui est intelligence artificielle d'apprentissage, c'est le temps humain qu'il faut avant pour apprendre pour lui apprendre à classifier correctement les choses. Donc, les avantages, si on reparle de l'imagerie, là, hein, ce que je peux dire quand même, c'est que c'est assez prometteur parce que quelques caméras suffisent pour suivre tous les animaux du troupeau, contrairement aux capteurs embarqués. C'est assez polyvalent parce que vous pouvez évidemment surveiller les animaux à distance comme vous le faites avec une caméra classique, mais en plus, vous pourrez demain avoir un suivi comportemental. Puis, il y a peu de maintenance, peu d'entretien par rapport aux capteurs embarqués. Par contre, on n'identifie pas les animaux, surtout sur des animaux allaitants qui n'ont pas de taches, ils ont une robe unie, donc difficile de les identifier par imagerie, sauf si l'éleveur reconnaît un individu, évidemment. Il y a énormément de travail à faire pour étiqueter les images, je vous l'ai dit. Les algos sont encore à améliorer, c'est pas encore parfait. Et puis, la difficulté, c'est d'adapter à chaque élevage les algorithmes. Ça peut être compliqué. Comment la caméra est positionnée, à quelle distance, à quelle hauteur. Ça va changer l'image qu'on voit. Et donc, l'intelligence artificielle va parfois être perturbée par ça. D'autres outils qu'on peut utiliser, c'est évidemment les capteurs embarqués, c'est un peu plus classique. L'exemple que je vous donne, là, c'est le projet BeefSense qui est maintenant terminé. L'idée, c'était de détecter les troubles respiratoires chez les jeunes bovins à l'engraissement avec une approche multicapteur. Donc, comment dire, on a équipé 86 animaux de différents capteurs, un collier qui estimait automatiquement le temps de rumination, d'alimentation et de repos, un podomètre qui me donnait le nombre de pas et puis le fait que l'animal était debout couché, et un bolus dans le rumen. Alors, ça a sauté ce que j'avais mis, mais là, c'est la température interne des animaux. Et en parallèle,
pendant la période d'engraissement, il y a des vétérinaires, puisque c'était en partenariat avec l'école Veto de Nantes, qui sont venus chaque jour sur ces 86 animaux faire des diagnostics de l'état de santé. Donc, s'ils voyaient des signes cliniques liés aux troubles respiratoires, comme le fait que l'animal est un peu abattu et un peu amorphe, ou est-ce qu'ils toussent, est-ce qu'ils ont des écoulements au niveau nasal ou au niveau des yeux, et puis ils prenaient également la température rectale. Donc ça, c'était le diagnostic Veto, c'était ce qu'on appelle le gold standard, la référence. Et puis nous, on a essayé de développer des algorithmes à partir des données des capteurs pour détecter automatiquement. Ce que je voulais vous montrer, c'est que tout l'intérêt de ces outils de suivi en continu de l'état des animaux, c'est qu'on peut anticiper des choses qu'on va voir à l'œil, mais un peu plus tard. Ici, vous avez les différents signaux qui sont renvoyés par les capteurs. Donc en haut, c'est le podomètre avec notamment le nombre de pas. Au milieu, là, c'est les comportements. Donc temps de repos en vert, temps de rumination en rouge, temps d'ingestion quotidien en bleu. Et en bas, c'est la température de l'animal mesurée avec le bolus. Ce que les vétos ont noté, les premiers symptômes qu'ils ont notés, c'est au niveau de la flèche rouge, là, donc à cette date-là. Ce qu'on peut voir très facilement visuellement, c'est par exemple que le temps de repos, donc on va dire le temps d'abattement de l'animal ici en question, il a commencé plus tôt, quelques jours avant. La température de l'animal a également augmenté de façon assez drastique quelques jours avant le fait que les vétérinaires fassent un diagnostic de l'animal malade. Donc là, on l'a vu sur quand même plusieurs animaux de notre étude. Dans le cas de notre étude, là, sur les 86 animaux, on a eu 75% des cas qui ont été détectés grâce à cette approche multicapteur. Bon, le souci, c'est que là, aujourd'hui, on l'a fait avec 3 capteurs, donc ce qui n'est pas économiquement viable pour un agriculteur. Il faudrait réussir de le faire avec un capteur qui embarque un peu tous ces types de mesures. Ça n'existe pas aujourd'hui sur le marché. Mais en tout cas, c'est possible. On a montré que c'était possible de détecter les troubles respiratoires de façon anticipée et relativement précocement. De façon relativement fiable. Donc l'idée là, le challenge, ce serait d'imaginer est-ce que sur ce type de trouble, on ne peut pas équiper que peut-être 10% des animaux du lot, vu que c'est une maladie contagieuse, et comme ça, dès que les premiers sont malades, on sait que le trouble est arrivé dans l'élevage. Voilà. Alors une autre étude qu'on lance là, c'est un projet qui est lancé juste maintenant. C'est l'utilisation de thermographie infrarouge pour détecter les lésions podales. Donc tout ce qui est lié aux boiteries et aux infections au niveau des pattes. Donc je n'ai pas de résultats à vous présenter, mais juste vous dire que l'idée c'est d'utiliser des caméras qui vont être fixées, donc caméras infrarouges qui vont être fixées sur le système de contention classique qu'on va trouver dans les élevages, donc sur des animaux contenus mais qui ne sont pas bloqués, sans avoir à lever le pied des bovins, grâce à l'imagerie thermique, de détecter une inflammation au niveau des pattes. Donc ça, on va le faire pour les bovins, viande et les moutons également. Donc voilà, l'idée, c'est de faciliter la détection régulière pour une prise en charge rapide, le plus rapidement possible. Voilà, ça, c'est un projet qui débute juste maintenant. Le dernier truc que je voulais vous montrer, qui est un peu plus éloigné peut-être du bien-être animal, quoique, puisque c'est un projet dont vous avez sûrement entendu parler, la mesure de paramètres morphologiques par imagerie 3D. Donc c'est le projet qui s'appelle Phéno 3D. Pourquoi on a lancé ce projet-là? Parce que le suivi de la croissance des animaux, que ce soit leur poids ou bien leur développement corporel ou musculaire, c'est un élément important évidemment pour la génétique, mais aussi pour l'éleveur, pour piloter son troupeau, les rations, etc. Mais ça peut être aussi un outil pour piloter la santé, que ce soit sur l'état d'engraissement ou le poids des animaux. Et jusqu'à maintenant, pour suivre tout ça, la croissance notamment ou le poids, c'est des choses assez basiques, par exemple comme la barymétrie, avec le ruban barymétrique qui permet de suivre la croissance des animaux, voire d'estimer le poids dans certains cas, mais de façon imprécise. Soit les systèmes de contention de bascule, par exemple, comme celle-là,
Alors ici, c'est pas forcément pour de la pesée, mais des bascules qui permettent de peser les animaux. Par contre, il faut les faire entrer dedans, il faut un système de contention pour les guider. Ça peut être stressant pour l'animal, pour l'éleveur, etc. Donc voilà, stressant, dangereux, compliqué, même si c'est pas non plus extrêmement dangereux, mais c'est pas si simple. Aujourd'hui, on a des dispositifs technologiques qui nous permettent d'avoir une image 3D complète de l'animal à partir d'un scanner. Donc, les premiers développements qu'on a fait il y a quelques années, c'était un scanner à balayage, assez lourd, assez compliqué, très précis, mais voilà, pas très ergonomique. Et donc, le projet qu'on a lancé avec Bovin Croissance, notamment Eliance, Race de France, et puis nous, l'Institut de l'élevage, c'est de développer un portique qui soit déplaçable de ferme en ferme, qui soit léger, et qui permette d'avoir en temps réel une image 3D et en rajoutant un traitement automatique des images, de pouvoir générer tout un tas d'indicateurs. Donc c'est ce portique-là que vous avez sur la gauche, hein. Il est en aluminium, il est très léger, il se démonte et se monte en, on va dire, une dizaine de minutes. Il rentre dans une voiture et voilà, il est assez facile d'utilisation. Alors c'est encore un prototype, mais l'idée c'est qu'il soit utilisé demain dans les fermes par le réseau Bovin Croissance. J'ai une petite vidéo qui vous montre comment les animaux passent dedans. C'est un passage libre. Il faut simplement les guider avec, par exemple, des bottes de paille ou bien des barrières qui sont présentes sur l'exploitation. Mais voilà, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. On a passé plus de 1500 animaux dans ce portique depuis qu'on l'a conçu. On n'a eu aucun problème de casse pour le moment. On n'a eu aucun souci de prise d'image notamment, hein. Vous avez à la fin une image qui ressemble à ça. Alors celle-là, elle est particulièrement belle. Elles ne sont pas toujours aussi belles parce que des fois, ils passent en sautant ou en faisant une ruade. Mais quand ils passent bien, on a des images qui sont propres comme ça. Ensuite, on applique une couche d'intelligence artificielle pour mesurer automatiquement les paramètres sur l'animal. Ici, par exemple, vous avez les points de mesure pour la hauteur au garrot, pour la hauteur au sacrum, le tour de poitrine, la largeur des hanches, etc. Tout ça, ça se fait automatiquement. Et à partir de ça, on estime le poids. Donc aujourd'hui, on arrive sur la race charolaise à estimer le poids à une précision de moins de 10, enfin une erreur de moins de 10 kg pour des animaux entre 4 et 12 mois à peu près en gros. Et on en est au stade d'estimer les notes de pointage, donc soit les notes élémentaires, tous les postes de pointage, soit les postes composites, développement squelettique, développement musculaire et aptitude fonctionnelle. Donc on a bien avancé sur le squelette et le muscle, un peu moins sur les aptitudes fonctionnelles pour l'instant. Mais voilà, c'est un projet prometteur qui vous montre ce qu'on peut faire à partir de ces technos-là. Donc aujourd'hui, c'est surtout pour de la génétique, je le redis, hein. Demain, ça pourrait sûrement être utilisé pour d'autres applications, notamment liées au bien-être. Alors, pour conclure là-dessus, à nouveau, les technologies numériques, c'est un vrai plus pour compléter les observations humaines. C'est possible en continu, à une fréquence élevée, à tout moment de la journée. Par contre, sur tout ce qui est imagerie, je le redis, hein, dès qu'il y a de l'intelligence artificielle, c'est un travail énorme en amont d'étiquetage des images. Ça prend beaucoup de travail, je le rappelle, parce que les gens pensent que ça se fait automatiquement. Ça se fait automatiquement une fois qu'on a passé des heures et des heures à étiqueter les images. Des résultats encourageants sur l'identification des comportements et certains troubles de santé. Voilà, mais on a quand même, c'est ce que je disais, sur tout ce qui est comportement ou mesures physiologiques, souvent les problèmes liés, des problèmes de comportement ou de température ou autre, c'est pas spécifique d'un trouble en particulier. Et donc, c'est parfois difficile de passer de comportements bizarres ou mesures physiologiques étranges à troubles, ou maladies spécifiques. Le diagnostic n'est pas si simple, donc il y a encore des soucis par rapport à ça. De même qu'on ne prend pas en compte le degré de sévérité. Si on veut détecter une mise bas, si je simplifie, que je caricature, c'est binaire, c'est soit la vache elle a mis bas, soit elle n'a pas mis bas. Si l'animal il est malade, c'est plus complexe parce qu'il faut prendre tout un éventail de degrés de sévérité et donc la prise de décision est aussi plus compliquée. Voilà ce que je voulais vous dire et à nouveau, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir.
j'avais une question. Ça peut pallier au problème de maillage vétérinaire, par exemple? Au problème de quoi, pardon? Des problématiques de maillage vétérinaire, etc. C'est-à-dire que l'éleveur peut éventuellement détecter des choses que devrait faire le veto, mais comme il n'y a pas le veto, il le fait lui-même, quoi. Est-ce que ça peut l'aider? Alors, je pense que, enfin, je veux bien répondre, mais peut-être que les éleveurs qui sont présents Voilà. au webinaire peuvent aussi donner leur avis par rapport à ça. D'abord. Est-ce que vous Non, moi, estimez que c'est... Ouais. Ouais, je vais intervenir, Jean-Claude Prieur, là. Concernant cette problématique du maillage vétérinaire, il faut savoir que quand on appelle le veto, on l'appelle en dernier ressort, hein. On a déjà essayé de traiter tout ce que l'on pouvait faire. Et pour nous, il intervient, l'intervention des vétos, c'est retournement de matrice, c'est ce qui m'est arrivé avant-hier, c'est une césarienne, c'est des choses comme ça, c'est des urgences. Chez nous, les vétérinaires aujourd'hui n'interviennent qu'en urgence, surtout les vétérinaires ruraux, quoi. Voilà. Et c'est vrai que c'est compliqué ce maillage vétérinaire pour bon nombre de secteurs, et je crois que c'est un réel problème. Mais c'est pas propre au monde vétérinaire. Il y a la médecine également. Chez les humains, on a la même problématique. Et les interventions maintenant vétérinaires chez nous, pour ce qui me concerne, je ne vais pas parler pour les collègues, mais c'est seulement des urgences, hein. Souvent des urgences. Mais alors, enfin, il y a aussi la question effectivement de la possibilité de faire de la télémédecine éventuellement avec ces outils-là. C'est des choses qui sont abordées. Le problème, c'est que tous ces dispositifs, alors surtout en production laitière, parce qu'il y en a pas mal, hein, sur le marché aujourd'hui qui détectent les risques de mammites ou ce genre de choses. Souvent, ça s'arrête à une alerte. Les constructeurs se prémunissent de donner un diagnostic, parce qu'ils n'ont pas forcément le droit. Et en plus, derrière, ils n'ont pas non plus le droit de donner une préconisation de traitement. Donc, ce passage de détection de troubles de bien-être ou de santé à une prise de décision par l'agriculteur et derrière un traitement, en fait, il manque encore cette transition. Et les constructeurs de ces solutions-là sont quand même assez prudents par rapport aux conseils qu'ils peuvent dispenser, justement à cause de ça, quoi. Non, mais je faisais le parallèle justement avec la médecine. Comme il y a la télémédecine, on pourrait imaginer la télé vétérinaire, quoi. C'est pour ça. C'est des choses qui sont étudiées, hein, qui sont en cours d'études. D'accord. Il y avait une remarque. Ouais. En tant qu'éleveur, je dirais que le numérique dans ce genre de choses, moi, je le vois deux objectifs premiers. Le premier, c'est de réduire le besoin de surveillance par l'éleveur, en fait, l'astreinte, de réduire l'astreinte de surveillance à un moment donné. Et de notre côté, j'allais dire, capable de m'avertir avant que mon œil ait pu constater. Oui, c'est ça. Alors, Vous on devez avoir s'entend des pas problèmes. bien, j'ai l'impression. On entend plus ce que vous dites. Mais effectivement, pour compléter ça, c'est tout l'objectif, quoi. Par exemple, l'état d'engraissement, c'est pour ça que j'ai présenté le dernier projet. L'état d'engraissement, c'est quelque chose que les agriculteurs voient très bien, un animal qui a maigri, comme détecter que une personne autour de nous a maigri, on est capable de le voir. Souvent, on est capable de le voir une fois que la perte de poids est significative, quoi. C'est difficile de le voir très rapidement au premier signe. Ces technologies-là, notamment sur l'état corporel, puisqu'il y a des technologies qui sont capables de le faire automatiquement maintenant, notamment en bovin laitier, et ils arrivent à détecter une perte de gras assez tôt. Et c'est là effectivement tout l'intérêt, quoi. J'ai l'impression que quelqu'un d'autre a levé la main. Ah oui. Cécile.
J'ai pas fait exprès. C'était pour partager la suite des présentations. Ok. Hop. Avant qu'on continue, est-ce qu'il y a une dernière question ou remarque? Bon, je pense qu'on peut, on peut continuer. Donc maintenant, on va passer, après ce que Clément Alain a pu nous présenter, on va voir 3 outils numériques qui sont aujourd'hui disponibles sur le territoire et qui, du coup, sont au service des éleveurs bovins viande. Donc, on va commencer par une présentation sur Baoba. Hop, alors. Donc, Mathieu. Oui, je suis revenu. Oui, bonjour à tous. Donc Mathieu Godet, moi je suis le cofondateur de la société Baoba. Je suis fils d'éleveur, ingénieur agronome, et on a monté l'entreprise Baobab il y a maintenant 5 ans. Une particularité de la plateforme, c'est d'être à la fois multifilière et à destination des éleveurs et des organisations de producteurs, et des organisations de production. Quand on dit multifilière, c'est qu'aujourd'hui on couvre les élevages bovins, ovins, caprins et volailles pour les éleveurs. Donc c'est une approche assez particulière. On peut passer à la diapo 2, s'il vous plaît. Voilà. Donc c'est une solution qui est... merci pour une très riche introduction de Clément Alain. Donc on a pu voir l'intérêt en fait d'avoir des outils qui sont pensés tout d'abord pour le smartphone parce que c'est l'usage principal. En fait, on l'a toujours dans la poche. Donc on a développé une solution qui est le concept, c'est une seule application pour toute l'exploitation. On couvre la gestion de troupeaux multi-espèces. On a intégré et incorporé une chose qui était importante, c'est tout ce qui est la gestion parcellaire, gestion de la partie fourragère nativement dans l'application. C'est une application qui fonctionne hors ligne. En fait, c'était important effectivement que l'application puisse fonctionner hors réseau. Et donc, ça fait partie des critères indispensables pour pouvoir développer une application sur le marché agricole. Donc, on a une application qui permet, à travers de la cartographie, de naviguer et de visualiser l'ensemble de ces troupeaux, de ces lots dans les parcelles. On est parti du besoin avant tout bovin viande. Moi, je suis fils d'éleveur de bovins, porcs et volailles, et donc on a, avec mon associé qui lui vient du monde du digital, on avait la volonté de construire une solution qui couvrait ces besoins spécifiques de la polyculture élevage. Dans le premier tableau tout en bas, là, gérer et piloter votre matériel, on en a parlé, c'était tout à l'heure lors de la présentation de tout ce qu'il y a autour de l'interopérabilité. Et pour nous, c'était important d'avoir une solution qui se connecte avec un ensemble d'outils présents dans les exploitations. Donc, on a commencé avec des choses assez basiques qui sont d'usage pour les éleveurs ovins, caprins et maintenant bovins, c'est tout ce qui est boucle électronique, donc de pouvoir brancher l'application au bâton de lecture. On a parlé de la pesée des boîtiers électroniques, des bascules électroniques. Nous, on est compatible aujourd'hui avec les principaux boîtiers électroniques, notamment vous êtes passé sur la diapo, mais je veux bien vous revenir un petit peu en arrière. Voilà, celle-ci. Pour finir, sur les boîtiers électroniques, pouvoir faire du tri automatisé, etc. C'est des choses importantes. Et puis j'y reviendrai aussi, c'était important d'avoir une solution qui était collaborative, qui permet à la fois à l'éleveur, à un groupe d'éleveurs, de pouvoir partager les informations au sein de l'exploitation avec toutes les personnes qui sont sur l'exploitation peuvent saisir des informations. L'idée, c'est vraiment de réduire la charge mentale et de la partager entre toutes les personnes présentes sur l'exploitation. Et puis, c'est aussi bien d'avoir un outil de collecte de la donnée, mais il est important aussi d'avoir des outils qui permettent d'exploiter ces données. Donc, on a une brique fonctionnelle qui permet de travailler sur l'analyse des données et l'exploitation. On peut passer à la diapo suivante. Donc, comme je l'ai précisé, on a placé la cartographie, c'est-à-dire d'avoir une vision 360 de ce qui se passe dans l'exploitation. On va pouvoir avoir
toujours une vision 360 de ce qui se passe, une navigation simple et ludique. On va pouvoir déplacer les icônes qui représentent un lot. Par exemple, l'icône où il y a marqué 17, c'est-à-dire qu'il y a 17 animaux. On peut avoir la liste de ces animaux présents dans ce lot et on peut facilement déplacer le lot de parcelle en parcelle pour tenir son cahier de pâturage. Donc, on a une approche multi-espèces et connecté, déconnecté, comme je l'ai déjà dit. La diapo suivante, on revient sur l'aspect important, c'est de dire qu'on est à la fois sur l'animal et le végétal. Donc, on s'adresse à ces deux besoins-là. L'idée, c'est vraiment d'avoir aussi une vision complète, de pouvoir géolocaliser des points d'intérêt, les points d'eau, les clôtures électriques, éventuellement les lieux où on aura besoin de revenir à la bonne période pour faire les entretiens des haies, par exemple. Donc, c'était important d'avoir cette notion animal-végétal. Je vais repasser à la diapo suivante où on va retrouver des choses qui sont assez, somme toute, classiques sur la partie bovin-viande, des outils qui vont vous être présentés après, comme Pilote Élevage ou Boviclick. C'est-à-dire, la vocation de l'application est bien de s'adresser donc aux besoins et aux besoins essentiels de l'éleveur qui sont d'abord, avant tout, réglementaires. C'est vraiment la tenue de son inventaire, la déclaration des mouvements des animaux, les entrées, les sorties, les déclarations de naissance, les pertes de boucle par exemple, et puis faire les enregistrements de reproduction, le suivi sanitaire, la tenue du carnet sanitaire, l'enregistrement de tout ce qui est alimentation, et puis au travers de listes, pouvoir déterminer et mieux trier ces animaux et avoir un suivi précis de croissance qui est rendu possible avec ce que je vais vous présenter après, qui est donc tout ce qui est le pilotage automatique des chantiers de pesée. Donc on peut passer à la diapo suivante. Donc voilà, une particularité sur laquelle on a travaillé et maintenant qui est éprouvée, c'est d'assurer la connectivité entre le logiciel, les indicateurs de pesée et les boucles électroniques. Donc, on accompagne sur le marché finalement du bovin-viande l'arrivée de la boucle électronique. On a certains éleveurs qui nous ont choisis justement pour ça. L'idée, c'est vraiment de pouvoir gagner du temps sur tout ce qui est chantier de pesée. On n'a pas besoin d'hurler les numéros ou d'essayer de les lire. Le numéro et le poids remontent en automatique dans l'application qui est reliée par Bluetooth à l'indicateur. Et on peut réduire le nombre de personnes qui sont nécessaires sur des chantiers de pesée. Et demain, on peut même envisager d'aller jusqu'à une pesée complètement plus automatisée avec des ouvertures et des fermetures de portes automatisées. C'est des choses qui existent déjà aujourd'hui un peu sur le marché, et notamment dans d'autres, plutôt sur les ovins et caprins, mais c'est des choses qui pourraient arriver sur le marché du bovin. Et donc, c'est pour dire que les technologies aussi aujourd'hui sont prêtes. On a les logiciels qui permettent et qui permettront de bien valoriser tout ce qui est boucle électronique demain. Donc, on a aussi tout ce qui est le tri automatique. Et ça, c'est plutôt des choses, on l'a vu sur des taux d'équipement qui sont quand même qui restent quand même assez faibles. Je crois que j'ai noté de l'ordre de 2 à 4% d'après les enquêtes IDEL, mais on est sur des taux d'équipement en balance électronique autour de 20%. Donc, je pense qu'il y a un marché à déployer et à développer. Dernière diapo, donc là c'est pour terminer un peu là-dessus, c'est pour vous montrer un peu le cas classique d'une exploitation où avant on était sur un cahier et après on peut digitaliser, on peut suivre à distance ces troupeaux et des choses qui sont importantes pour améliorer les conditions de vie des éleveurs et réduire la charge mentale et la collaboration entre pairs, c'est l'arrivée prochaine dans nos blocs de fonctionnalités de tout ce qui est réseau social, agenda partagé, gestionnaire de tâches. Le fait de pouvoir en fait vraiment tracer, déléguer pour des collectifs d'éleveurs. Donc de pouvoir bien savoir qui a fait quoi dans l'exploitation et pouvoir aussi donner plus facilement des consignes à des salariés par exemple. Voilà, donc je pense que j'ai dû faire à peu près le tour. J'ai essayé de tenir à peu près les 10 minutes pour laisser pas trop dépasser. Donc les bénéfices clients, donc c'est clairement l'idée, c'est vraiment d'avoir une absence de ressaisie, de perte de données. Avec l'application, on est sur un concept, on en a parlé aussi, l'importance de centraliser les données dans un seul outil, de simplifier la gestion au quotidien.
Et finalement, avoir un suivi en temps réel des activités, aussi bien des associés que des salariés, et pour à terme avoir une traçabilité augmentée, savoir mieux ce qui se passe dans l'exploitation et ce qui se passe pour chacun des animaux vis-à-vis du consommateur final demain. Donc je vous remercie. Si vous avez des questions, on pourra y répondre après les 2 autres interventions qui suivront. Merci beaucoup. Merci Mathieu pour cette intervention. Effectivement, dans l'idée, c'est qu'on souhaitait faire passer les 3 interventions, les 3 exemples d'outils, et ensuite avoir un temps d'échange. Donc, pour ceux qui avaient une question pour Mathieu ou une remarque à faire, je vous laisse la prendre en note et on reprendra un petit temps à la fin de ce webinaire pour y répondre. Bonjour à tous, Sandrine Mény de la Chambre d'agriculture du Cher. Donc, moi, je vais vous présenter un peu plus l'outil Boviclick. Est-ce que tu peux passer à la prochaine diapo? Donc, l'outil Boviclick est maintenant détenu par une société qui s'appelle Elsa, qui regroupe les outils Boviclick et Sinel. Et comme vous pouvez le voir, ces 2 outils regroupent à ce jour à peu près 60 départements. On a une 50aine de diffuseurs et on est présent chez 55 000 utilisateurs. Donc, le principe de Boviclick, c'est un outil de gestion de troupeau qui est connecté, c'est-à-dire on peut l'avoir sur tout support. Et surtout, on a la liaison avec les données identification. Par l'intermédiaire des données identification, on récupère tout ce qui est de l'info équarrissage. On peut avoir le conseil élevage, donc tout ce qui est bovin croissance, contrôle laitier. On a des remontées des centres d'IA. C'est-à-dire, on va avoir les IA qui vont revenir sur l'outil, on va avoir des diagnostics de gestation. On travaille aussi en collaboration avec des opérateurs de monitoring, notamment SenSub. Donc, les éleveurs, on a des échanges entre Boviclick et leur outil SenSub. On est en train de finaliser la mise en place d'un lien avec les vétérinaires pour récupérer les ordonnances directement sur Boviclick. Donc, en fait, les éleveurs n'auront plus à les ressaisir. Et nous avons aussi des partenariats avec des opérateurs commerciaux, notamment des coopératives, pour récupérer des données économiques. Céline, merci. Donc, Boviclick, c'est une application de gestion de troupeau, une application qui est accessible, donc une application web accessible sur tout support. Et bien évidemment, on va retrouver les principales fonctionnalités de toute application de gestion de troupeau, c'est-à-dire la gestion de l'inventaire, la reproduction, l'économique, le sanitaire et tout ce qui est autour de la performance. Donc, je vous passer rapidement les fonctionnalités de Boviclick. Donc, tout ce qui est inventaire, on va retrouver exactement les mêmes fonctionnalités que mes collègues vont vous présenter ou vous ont déjà présenté. Tout ce qui est notification, naissance, entrée, sortie, commande de boucle, on a de la gestion de l'eau, voilà. Suivi de la repro, avec tout ce qui est de la gestion de l'eau, les IA qui remontent, la gestion d'ascendance, de la consanguinité, des retours de chaleur. Au niveau suivi performance, donc tout ce qui est enregistrement des pesées, soit réalisé directement sur l'application, soit en échange de données avec les balances aussi, plus de la transmission de données au niveau des contrôles de performance. Au niveau du suivi technico-économique, donc c'est là où je parlais des liens avec les opérateurs commerciaux qui nous redonnent les informations, poids, carcasse, voilà, et ce qui permet d'avoir une évaluation, de pouvoir faire un bilan économique sur ces données de commercialisation.
Au niveau de la gestion du sanitaire, donc là, on a tout ce qui est saisi autour des pathologies. On peut éditer un carnet sanitaire et surtout le futur lien qui va arriver dans pas très longtemps, normalement, qui nous permettra de récupérer les données des vétérinaires et donc d'avoir des échanges avec les vétérinaires, entre autres. Donc, une application sur téléphone, comme nos collègues de Baobab, qui nous permet aussi, et là on a pris en compte le problème de nos éleveurs qui sont dans des zones pas toujours très bien couvertes en 4G et avec des possibilités effectivement de travailler en déconnecté et avoir en permanence la gestion de son troupeau avec eux. Voilà, donc Boviclick, une solution pour gagner du temps à chaque fois dans toutes ces déclarations pour pouvoir oui, donc de la gestion quotidienne de son cheptel. Voilà. Merci Sandrine pour ta présentation. Merci. Et, on va passer du coup à la prochaine et la dernière, donc qui va concerner Pilote Élevage. Bonjour à tous, Céline Mazière, je suis assistante au sein de l'EDE, Alliance Élevage Loire-et-Loire, pour le département du 28, du 37 et du 41. Et je suis plus particulièrement en charge du logiciel Pilote Élevage et de l'assistance dépannage pour les éleveurs sur ce logiciel de gestion de troupeaux. Je veux bien la diapo suivante. Donc, Pilote Élevage, c'est un logiciel qui a été créé par des éleveurs et pour les éleveurs. Aujourd'hui, on a 22 000 abonnés, élevage abonnés. Et on peut être connecté soit via le web, soit via l'application. Application qui est disponible et sur les différents stores, Apple Store et Google Play. Pilote Élevage, il se décompose en deux niveaux. Il y a la partie essentielle et la partie performance. Les deux options permettent de gérer l'identification des animaux, entrée, sortie, naissance, les rebouclages, la gestion du stock de boucles, l'inventaire, tout ce qui doit être fait au niveau de l'identification. Après, pour les éleveurs, ils peuvent avoir accès du coup au dossier animal avec l'identité et la généalogie des animaux, la généalogie, les descendants et les ascendants, les différentes performances, leur reproduction, la santé et les différents index lorsqu'il y en a. Au niveau de la reproduction, l'éleveur peut saisir ses saillies naturelles, ses IPE, s'il est IPE, etc. D'un point de vue viande, on peut saisir les pesées et gérer des lots. Si l'éleveur est adhérent au contrôle de performance, les saisies de pesées remontent automatiquement. Ensuite, il y a aussi des liens vers l'interbef pour les données d'abattage, l'équarrissage et d'avoir un lien également sur son bilan génétique pour le module performance. On a aussi une chaîne YouTube qui permet d'avoir différents tutos pour aider à la gestion de l'outil Pilote. On a également en option, et sans surcoût, l'option Flore, un animal aujourd'hui sorti de votre élevage pour aller à l'abattoir. Il est abattu, on est en période de foin. En période de foin, on n'avait pas forcément monté sur son ordinateur tous les soirs. On reçoit un message quelques jours après la date d'abattage, dans les 4 jours, en disant « Dites donc, il y a Marguerite qui est sortie de l'élevage, elle s'est fait abattre. Voulez-vous vraiment la sortir ?» Ça permet de ne pas oublier et de pouvoir faire cette sortie en toute simplicité, tout en répondant aux questions arrivées par SMS sur notre téléphone. On a également les passerelles automatiques qui permettent d'accéder
aux outils tels que le SENS pour la détection des chaleurs par une passerelle qui s'appelle le Data Hub. Il vous suffit d'en faire la demande, un conseiller revient vers vous pour faire cette mise en place, pas de double saisie. On va vous présenter la partie pilote web. Il y a plusieurs modules, l'identification, repro, santé, les viandes et les différents services connect. Donc là, au niveau déclaration, tout ce qui est réglementaire et obligatoire, les naissances, les entrées, les sorties, avec une page suivie de déclaration pour voir si on a bien tout déclaré comme il faut. Au niveau des boucles, on peut gérer le rebouclage, gérer son stock aussi, une boucle cassée qu'on a mal posée, on peut la supprimer du stock, elle ne nous sera pas reproposée pour faire la déclaration de naissance. On peut passer à l'électronisation et le suivi de ces boucles. Au niveau inventaire, on peut sortir différents inventaires à date, à période, et, pour pouvoir ressortir, notamment pour son comptable. Au niveau repro, avec l'écran suivant, on peut saisir donc ses IPE avec ses stocks de semences, on peut saisir ses montes naturelles et suivre du coup les différents événements repro. Bien sûr, le logiciel ne sait pas, si vous ne le rentrez pas, les montes naturelles. Donc effectivement, il est important de pouvoir tout saisir pour pouvoir avoir une bonne gestion au niveau des alertes et du suivi de la repro de ces animaux. On peut suivre également au niveau module santé. On peut saisir tout son carnet sanitaire, ses ordonnances pour pouvoir les suivre et ensuite on a des alertes. Les alertes qui sont valables sur le module repro, sur le module santé, où ça peut nous indiquer, par exemple, on a un vélage qui l'année dernière s'est mal passé, notre vache va ressortir en alerte cette année en demandant à l'éleveur de regarder un peu plus précisément lorsqu'elle va arriver au moment du vélage. C'est un petit plus pour pouvoir avoir l'œil plus précis sur telle ou telle vache. Ensuite, je suis passée directement au module viande parce que le module lait ne vous intéresse pas particulièrement. On peut faire la saisie des pesées seule si on n'est pas au contrôle de perf, mais sinon, elle remonte toute seule par, via bovin croissance et les saisies une fois qu'elles sont faites. Et on a accès à notre BGTA. En ce qui concerne les services connexes, on peut faire une demande à l'équarrissage. On est redirigé directement sur le site équarrissage. On peut avoir les données d'abattage. Et voilà. Ensuite, l'application. On a donc deux zones qui sont liées au contrôle de performance parce que pilote élevage est un travail avec les contrôles de performance. Sur la zone 41, l'appli se prénomme Mon appli pilote élevage, donc disponible sur le Google Play et sur l'Apple Store, et se présente de la manière suivante avec au milieu la première page avec les animaux à surveiller, les différentes tâches à effectuer. Et ensuite, on peut aller en détail au niveau de ces vaches ou de ces génisses, de ces mâles ou de ces lots si on a créé des lots. À l'aide du gros bouton vert, à l'aide du gros bouton vert, on peut aller directement pour faire une demande de rebouclage, faire les déclats de naissance, de sortie, les événements pro et les événements sanitaires. Sur la zone 28 et 37, ça se présente un peu différemment, mais les fonctionnalités sont les mêmes. Avec la gestion des animaux, celle-ci s'appelle pilote élevage avec une petite vache orange. On va directement soit sur les animaux, ses alertes, son historique ou ses lots, et comme sur la présentation 41 précédente, on a accès à son sanitaire SARPro, ses IPE, son stock de paillettes. On peut faire la déclaration de naissance, rebouclage, les entrées-sorties. Donc, en fait, l'avantage de pilote élevage, c'est qu'aucune donnée n'est perdue. Étant donné que c'est sur le web, votre ordinateur, votre téléphone peut casser, tout est récupéré. L'avantage, c'est qu'aussi, c'est une application qui fonctionne en déconnecté. Vous enregistrez une naissance sur votre appli
au milieu de la Stabu, il n'y a pas de connexion. Arrivé chez vous, votre téléphone se reconnecte à votre box et les informations remontent et vous êtes en lien direct du coup avec nous, avec le DE. On a directement le lien également avec les centres d'IA, les contrôles de performance. Toute insémination qui est faite par vos inséminateurs ou confirmation de gestation sont remontées et apparaissent dans votre logiciel. Pas besoin de faire une double saisie, que ce soit sur le web ou sur l'appli, les deux fonctionnent ensemble. Une info sur le web redescend sur l'appli et inversement. L'avantage, c'est aussi que c'est très intuitif. On a également une assistance téléphonique 5 jours sur 7 et qu'on est du coup toujours auprès de vous pour pouvoir vous dépanner s'il y a quoi que ce soit. D'autre part, pilote élevage peut être partagé votre élevage peut être partagé avec votre veto, votre conseiller. Vous leur donnez accès à votre élevage en lecture, conseil. Comme ça, ils peuvent voir en direct de chez eux. Également, si vous les contactez, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce que tu en penses? Ils ont accès à votre élevage, si vous leur créez un compte et un droit d'accès. Également compatible avec donc les détecteurs de chaleur. Par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un outil passerelle, rien qu'en faisant la demande. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, toute question, vous pouvez nous joindre au numéro que j'ai indiqué là ou par mail. Merci Céline pour cette dernière présentation. Et du coup, si jamais vous avez des remarques ou des questions suite à ces 3 présentations d'outils, voilà, c'est le moment. Alors, j'en vois une dans le chat, la question de Paul qui demande si à ce jour il existe des outils qui prennent en compte la gestion des prairies en lien avec l'adaptation au changement climatique pour l'autonomie protéique, tels que la pousse de l'herbe ou les différentes plantes dans une prairie multi-espèces. Il me semble que pour Baobab, il y a une gestion prairie, oui. Vous avez votre micro fermé. Je reviens, je peux en parler. Il n'y a pas les fonctionnels. Alors aujourd'hui, il y a quelques logiciels qui existent sur le marché qui sont vraiment spécifiques pour la gestion du pâturage. Notamment, je pense que Clément Alain pourrait parler de l'outil Apigrass qui a été développé et qui permet d'avoir un suivi fin de la pousse de l'herbe. Nous, c'est des choses sur lesquelles on a pensé, réfléchi, on a écrit voilà, le cahier des charges. On a aujourd'hui, on peut enregistrer les hauteurs d'herbe lorsqu'on déplace les animaux d'une parcelle à l'autre, mais on n'a pas fait encore un outil d'enregistrement des hauteurs d'herbe de style tour de plaine pour évaluer en fait les parcelles qui pourraient être embrayées ou débrayées. C'est pas quelque chose qui existe encore, mais ça fait partie du périmètre fonctionnel demain de l'application, en ayant intégré les 2 dimensions. Et puis sur un suivi de la pousse de l'herbe, on a la cartographie. Il y aurait la possibilité de rajouter des couches d'analyse si c'est pas nous qui allons développer les algorithmes et l'estimation de l'herbe, mais on a les capacités d'afficher de tels résultats dans l'application. Voilà. Donc on est plutôt à la recherche de partenaires qui seraient capables aujourd'hui de faire le traitement, on va dire, via les images satellites couplées et pouvoir faire de l'affichage, du suivi de pousse de l'herbe. Mais on n'a pas vocation à développer toute la partie algorithmique, sachant que c'est des sujets assez complexes. On pourrait, voilà, s'il y avait des questions là-dessus, vous pouvez me contacter, on pourra en discuter. Oui, je voulais, donc Olivier Combette, Madame Mathieu, c'est parfait parce que j'avais exactement la même formulation dans ma réponse à faire à cette question-là, à savoir qu'effectivement, il existe d'autres systèmes informatiques spécifiques qui traitent cette donnée-là. Et effectivement, c'est la complexité du système et le coût, surtout le coût que peut engendrer ces algorithmes et les outils pour aller chercher la donnée, notamment la collecte d'images satellites en temps réel et autres. Tous ces éléments-là font que
tous les acteurs de l'informatique sont plus à la recherche de partenariats à construire des outils autour qu'à développer forcément un développement propre. C'est clair. Oui, je pense que là, il y a vraiment des choses qui pourraient être à la limite mutualisées et puis après, quelque part, après, sont affichées dans les différents outils, mais et nous, on fait appel, il y a les technologies aujourd'hui via des API pour remonter toutes les informations, les afficher. C'est pas là où il y a le plus de difficultés. L'enjeu, il est sur l'acquisition de la donnée et l'intelligence derrière pour transformer des images satellites en données sur les hauteurs d'herbe. Il y a eu plusieurs travaux. Je sais que l'Institut de l'élevage a vraiment beaucoup travaillé cette question-là aussi, possède pas mal de bases de données. Donc, c'est plutôt plutôt aux experts de travailler la question, de transformer tout ça en la donnée avec les algorithmes, l'intelligence artificielle, développer la connaissance et la fine et puis l'exploitation des données. Et après, nous, on vient plutôt comme une solution pouvant permettre l'affichage, la restitution et l'accès aux éleveurs, mais pas en soi l'intelligence qui va derrière, où chacun son métier. Je pense qu'on a déjà fort à faire sur la partie élevage sans se lancer sur l'exploitation de la donnée satellitaire. Voilà. Et puis bon, derrière ça, il y a tout un tas de possibilités qui sont offertes ne serait-ce à avoir des liens de style de ce qu'on a aujourd'hui sur l'équarrissage avec simplement des accès d'un outil à l'autre à partir d'une authentification sécurisée et valide pour tout le monde, de pouvoir accéder à partir d'un outil bovin à un système plateforme d'équarrissage pour faire une notification indirecte avec transfert de numéros automatique, des choses comme ça. Et puis derrière la même chose avec des outils. Je vois que ce soit Boviclick, il y a des échanges et des travaux d'échange avec mes parcelles pour connecter la partie sol, stock, bilan fourrager et autres. Enfin, tous ces travaux-là sont en train de se faire et effectivement, le changement climatique, même jusqu'à la gestion du niveau de production de carbone sur une ferme, tous ces éléments-là font partie du périmètre d'investigation des différents acteurs informatiques aujourd'hui pour ramener ça à la ferme, à l'exploitant, avec un objectif majeur qui est celui de ne pas gaspiller l'argent du paysan et de ne pas aller développer une fois à droite, deux fois à gauche, 5 fois au milieu, toujours la même chose, avec l'argent d'un seul et même contributeur qui est l'utilisateur et l'agriculteur au final. Donc ça, c'est voilà. Oui, Jean-Claude Prieur. Là, je voulais vraiment conforter tes propos parce que, Olivier, là, franchement, il faut qu'on arrive à hiérarchiser les attentes des producteurs. Il faut bien hiérarchiser. Déjà, l'aide, aujourd'hui, moi, je vois au travers de Boviclick, mais je m'aperçois que pour l'élevage, c'est la même chose. On a déjà des avancées significatives dans la gestion du troupeau qui sont quand même très, très intéressantes. Et les connexions avec les différentes connexions me paraissent importantes. Si on peut le faire joindre avec mes parcelles et puis avoir un lien également dans la nouvelle PAC, puisqu'on a de plus en plus d'environnement dans le cadre de la nouvelle PAC et les données qui nous sont demandées dans le cadre de la PAC, ça me paraît vraiment, vraiment intéressant. Mais il faut qu'on ait cette capacité à pouvoir prioriser les avancées. Et comme tu l'as dit, Olivier, il ne faut pas que ça nous coûte plus cher. Il faut bien que ce soit une aide à l'éleveur et non pas construire des dispositifs qui aujourd'hui seraient difficilement accessibles et puis avec un intérêt qui serait de deuxième niveau. Ça, c'est ma première interrogation. La deuxième, c'est qu'est-ce que ça veut dire baobab? Merci de me poser la question. On me la pose souvent. Non, baobab, à l'origine, baobab, c'est le baobab en portugais ou espagnol, ça marche dans les deux langues. L'entreprise s'appelle Open Business Agriculture en anglais, donc il y a OBA, donc il y avait un petit jeu de mots avec baobab, OBA, baobab. Et puis surtout, on voulait quelque chose d'assez simple, facile à retenir pour les éleveurs et pas d'anglicisme en fait au final, et qui se prononce comme ça s'écrit. Voilà, baobab. Et puis ça rappelle un peu aussi la savane, donc on voulait faire le lien nous aussi avec l'animal, le végétal. On a une vision un peu systémique de tout ça. Et puis l'arbre centenaire, voilà. Parce que moi, ce qui m'interpelle quelque part, j'ai été beaucoup dans les abattoirs. OBA, c'est une ONG qui suit
le suivi, en particulier le bien-être dans les abattoirs, et qui me posait beaucoup de questions au niveau de l'OBA. Hein. Voilà. Eh ben, écoutez, je suis désolé parce que je n'en avais pas connaissance. OBA, oui. Et même mon frère qui travaille aussi dans les abattoirs, il y va très souvent. Voilà, il n'a pas tilté là-dessus, donc je pense pas que ça soit. Mais merci pour la remarque. Après, de toute façon, il faut aussi, on en a parlé, c'était tout le sujet de l'introduction quand même sur tout ce qui est bien-être animal. Donc bon, voilà, il faut. Moi, je suis fils d'éleveur, on a à cœur d'accompagner. Moi, ce qui me rend, voilà, je pense qu'il faut redorer le travail que vous faites au quotidien, les éleveurs. Et du coup, voilà, c'est aussi pour ça qu'on a développé des outils pour accompagner les éleveurs au quotidien. Et puis à terme, essayer de faire changer un peu la vision parfois complètement étriquée que certains peuvent avoir de l'élevage. Après, il faut aussi savoir être modeste. On a dans l'environnement agricole des utilisateurs qui n'ont absolument pas tous le même profil. Et donc, je vois pour traîner dans ce domaine-là depuis pas mal de temps, le niveau d'informatisation a peiné à décoller auprès des exploitations, et donc l'utilisation du numérique d'une manière générale fait pareil, ça va doucement, certainement beaucoup plus chez les performants que chez les moins performants, ça, encore une fois, c'est clair, et en termes d'utilisation d'outils, bon nombre de gens n'utilisent que les fonctionnalités de base, une majorité de gens n'utilisent vraiment que des fonctionnalités de base, très basiques, et c'est un vrai challenge que de pousser les agriculteurs et les éleveurs à aller au-delà du simple réglementaire administratif, gestion d'inventaire par exemple, pour pousser jusqu'à la vraie plus-value que peut apporter l'utilisation d'un outil dans des modules plus complexes, que ce soit technique ou économique. Il y a vraiment de la plus-value à aller chercher et de la synergie à aller chercher dans l'utilisation de tous ces outils, que ce soit capteurs ou indicateurs ou outils connectés ou autres, pour le conseil. C'est-à-dire associer l'utilisation de ces outils à du conseil. Et ça, les organismes agricoles ont du pain sur la planche en la matière pour arriver à associer toutes ces données à un vrai conseil adapté à la hauteur et à l'échelle de l'exploitation, en prenant en compte l'ensemble, j'allais dire, comme on a l'habitude de le dire, le conseil 360 sur l'exploitation à partir de tous ces éléments-là. Et avec une idée en tête, c'est que moi, utilisateur, éleveur utilisateur, je n'ai absolument pas envie de devoir taper 55 codes d'authentification à chaque fois que je veux aller chercher une information sur un animal. Donc, autrement dit, je souhaite que l'intégralité de mes données d'exploitation, tout au moins de mon élevage, atterrissent dans mon outil éleveur. Point barre. Voilà. Oui, c'est une vision partagée là-dessus. Mais je pense assez largement par ce qu'on a pu entendre des trois outils, hein, avec cette vision d'essayer de s'interconnecter avec un maximum d'autres logiciels, notamment les logiciels vétérinaires et autres, quoi. Je pense que c'est la cible, on est d'accord. Il ne faut pas multiplier les interfaces, mais qu'il y ait un réceptacle qui soit utilisé au quotidien par l'éleveur, que ce soit Baobab, Boviclic ou Pilote Élevage. Parce que ce qui se passe derrière, l'agriculteur, il n'en a rien à faire. Donc, c'est pas son problème, l'éleveur. Justement, les interfaces ou les connexions, les interconnexions, peu importe. Lui, ce qui compte, c'est ce qu'il arrive sur son ordi, c'est ce qu'il va voir, c'est ce qu'il a à l'écran. Après, la machinerie derrière, j'allais dire, ça concerne les professionnels qui sont dans les trucs, mais l'éleveur en lui-même, il s'en moque, hein, lui, c'est le résultat. Le rapport qualité-prix derrière. Jackie, tu souhaitais poser une question ou une remarque? Mais on voit bien que les logiciels, l'administration est là, est faite pour répondre à du réglementaire. Ils ont souvent été créés pour ça. Donc ça, on n'a pas le choix, mais il faut quand même qu'il y ait un peu quand même de production qui est écrit dedans. Et moi qui utilise ces logiciels, je passe beaucoup de temps à taper les lots, j'ai même abandonné. Au début, je trouvais ça bien, je créais les lots de pâturage, les lots d'engraissement, et tu fais que ça et tu y passes, enfin tu peux y passer tes nuits si tu veux à créer les choses. Je suis impatient que ces logiciels évoluent vers quelque chose que tous nos ados ils ont. Hein. C'est savoir où il est l'animal et créer des lots plus rapidement qu'aujourd'hui.
on est sans cesse en train de bouger nos vaches. Hein, hop, elle n'est pas pleine, elle va à l'engraissement, machin, à la séance de champ. Voilà. Quand tout ça, on arrivera à gérer, enfin, avoir ces logiciels pour moi avec de la géolocalisation, ça sera top. Et ça me gagnera vraiment du temps. Moi, c'est ce que j'attends. Ben, tu mets une balise à chacune de tes vaches, elles seront géolocalisées automatiquement dans ton logiciel. J'espère y repayer chacun un portable. Comme ça, rempliront les données elles-mêmes. Ouais. Juste là-dessus, si je peux juste rebondir, on avait fait un projet avec des colliers GPS il y a 2 ans là, donc qui nous permettrait de suivre le fait que les animaux pâturaient ou non. Et c'est assez facile, effectivement, par exemple, de faire un calendrier de pâturage en temps réel de là où les animaux sont allés avec leur temps de présence, etc. Ça peut se faire très facilement, quoi. On avait justement pensé l'intégrer dans l'application APIGRASS, ça n'a pas été fait, mais c'est des choses qui sont effectivement possibles. Après, il n'y a pas eu de demande pour ça, ni vraiment de besoin identifié pour utiliser ce genre de fonctionnalité, quoi. Un des écueils après, souvent derrière, c'est le coût. Donc on ne Bah peut pas oui, c'est équiper ça. tous les animaux. Donc ça ne répond pas à la question après de Jackie d'avoir chaque animal complètement identifié, géolocalisé de manière indépendante. Il y a des coûts derrière. Après, il y a des façons parfois un petit peu détournées. C'est-à-dire, on a plusieurs élevages qui utilisent des boucles électroniques. Les animaux sont brassés régulièrement. Ils sont bipés dans la bétaillère et puis déplacés de lot en lot, quoi. Ça prend quelques secondes, minutes, mais au moins tout est fait et ils savent exactement où sont les animaux. Mais il y a un petit peu d'enregistrement, de manipulation. On a essayé de le faire de manière simple, intuitive et de pouvoir le visualiser de manière ludique au travers de la cartographie. C'était notre approche. Mais Là, on de voit toute bien manière, qu'on a su rendre les service à l'éleveur. Ouais, on a su rendre service pour ce qui est réglementaire. Hein. Et après, il va peut-être falloir évoluer dans les 10 ans à venir vers du service à l'éleveur, voilà, du vrai service à l'éleveur. Voilà, je ne sais pas comment faire, mais du service social. Il n'y a quand même pas 107 choses à faire, à retaper. C'est complexe. Hein. Ça vient. Ouais, mais réduire la charge mentale, réglementaire, etc. C'est ce que vous voulez dire en social, ou éviter les ressaisies et simplifier après tous les flux. Sandrine, oui. Oui, la boucle électronique, de toute manière, ne sera pas la solution à tout, mais aidera en grande partie les éleveurs avec des systèmes de bâtons de lecture pour collecter les données, enregistrer ces lots beaucoup plus facilement que quand on est obligé d'aller chercher ces animaux dans un inventaire, dans une liste. On va avoir un travail beaucoup plus fluide, notamment sur tout ce qui va être notification des sorties, gestion des entrées et tout ça. Enfin, je pense que dans les 10 ans à venir, ça sera obsolète. Allez, il n'y aura pas besoin d'un bâton pour lire ces trucs et on saura où est notre animal. Allez, hop, elle sera dans telle case avec tel taureau, on fera un rond, on aura les 20 vaches qui sont dans la case, ça sera parfait. Elle sera au pâturage, on saura lesquels qui sont dans ce lot-là en cliquant sur notre portable. Après, c'est un coup. Mais c'est le rêve, on est d'accord. Hein. Aujourd'hui, et pour l'instant, il y a un coût un peu technologique qui est malgré tout ce qu'on dit, qui est un peu compliqué à atteindre à l'animal. Mais pourquoi pas, hein, effectivement, il peut y avoir un saut technologique. Mais dans ce cas-là, on sera tous contents. Mais qu'on passe déjà avec les boucles électroniques sur tous les animaux, on aura déjà fait un grand pas pour de la gestion et pour du suivi d'animaux. Ensuite, le pas technologique vers lequel vous vous engagez et auquel vous pensez, je pense qu'on a encore quelques années à attendre. Bon, je vais être méchant, on a les boucles électroniques, mais on n'a pas le lecteur. Alors, je confirme hein, par rapport au coût, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pensait, notamment sur les capteurs embarqués sur les animaux. On se disait que
les coûts allaient baisser. Quand il y a 10 ans, on disait que c'était difficile d'amortir économiquement des outils comme ça. On s'aperçoit que non seulement ils n'ont pas baissé, mais en plus, ils ont augmenté légèrement. Donc, c'est vrai que c'est pas si évident. Surtout lorsque si on voulait avoir toutes les fonctionnalités, ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait des colliers ou des boucles avec l'ensemble des technologies embarquées, pas seulement ce qui permet de mesurer le comportement de l'animal, mais aussi leur géolocalisation, par exemple une puce GPS, GNSS, ce qui rajoute des coûts supplémentaires. Donc, effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il y a un verrou un peu lié à ces coûts technologiques qui est difficile à dépasser pour pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités qu'on voudrait, quoi. Frédéric, je vois que Oui, tu as levé la main. Oui, merci. Frédéric Bouvier, CA18. Je voudrais juste rebondir sur le monsieur que je connais pas qui a dit qu'il existait des boucles électroniques, mais pas de lecteur. Juste pour comprendre la question, parce que les lecteurs existent bien à la date d'aujourd'hui. Il me semble que c'était Jackie qui avait fait cette intervention. Je crois qu'il a dit qu'il n'avait pas de lecteur. Non, on n'a pas de lecteur parce qu'aujourd'hui, on est que sur lesquels on a commencé il y a 3 ans, donc il y a que 3 générations qui ont des boucles électroniques. Et après, le lecteur, j'en fais rien. D'accord. Non, non. Bon, Voilà. simplement pour vous dire qu'il y a des lecteurs qui sont accessibles et puis qui fonctionnent parfaitement bien. Si vous avez besoin d'une démo, il y a Sandrine qui est là en présente. Elle se fera un plaisir d'aller vous expliquer ça. Non, mais s'il faut que je monte dans la bétaillère pour les passer l'une à l'une et s'amuser à ça, c'est bon. Voilà. Pas dans un tableau. Voilà, on n'est pas. Enfin, je fais pas d'équilibrisme. On fait cette bêtise comme ça. C'est tout. Hein. Peut-être avant de conclure, Olivier, je vois que vous avez toujours votre main levée. Oui. Alors, je dis qu'on pourrait très bien imaginer le même système que pour verbaliser les voitures sur les parkings à Paris ou en ville, avec des antennes sur le toit d'une voiture et en passant le long de la route, tu sais si toutes tes vaches sont dans la parcelle ou pas. Allô? On vous entend, oui. Vous m'entendez? Oui, Oui, d'accord, parce que je voyais que l'image s'est figée, donc des fois j'ai des problèmes de réseau. Oui, Les mais on boucles pourrait très bien électroniques, imaginer ça. Hein. mais Pas besoin c'est de pas. se déplacer. Tu es dans ta voiture, tu as ton écran, tu as l'antenne qui tourne sur la voiture et quand tu passes le long de la route, ça te dit combien tu as de bêtes dans la parcelle, les numéros, si toutes elles y sont ou si elles y sont pas, s'il en manque une, etc. On pourrait même imaginer que ça va te faire bondir, mais que le technicien du groupement de producteurs, il passe avec sa voiture lui aussi, puis il lit, puis il est capable de lui dire combien il y a de broutards qui font tant de kilos, et puis il vient voir le paysan 1 heure après en disant, dis donc, dans ta parcelle, ceux-là, ils sont beaux à vendre, ceux-là, ils sont beaux à vendre. De la même manière, le technicien ou l'agent de l'ASP qui passe, qui vient de contrôler, il n'a plus besoin de venir, il passe au bord de la route avec sa voiture, il contrôle tes bêtes, ça. Enfin, voilà, quoi, tout. Enfin, on peut imaginer beaucoup de choses. Hein. Voilà. Donc ça, c'est... OK. Alors, je pense qu'il va falloir qu'on passe sur une autre technologie que les boucles électroniques qu'on a au jour d'aujourd'hui, où quand même au niveau distance de lecture, on est entre 15 et 20 cm maximum. Hein. Voilà. Non, mais je sais très bien, mais c'est de l'ordre soit du rêve, soit de l'impossible, ou peut-être des choses qu'il faudrait pas voir, parce que bon, il faut aussi que le paysan reste quand même maître chez lui à un moment ou à un autre. Donc il y a aussi des limites, à se fixer à tout ça aussi. Hein. Même si la technologie à terme peut permettre énormément de choses, on peut l'espérer aussi. Donc voilà. Donc bon, s'il faut conclure, s'il n'y a pas d'autres questions et conclure ce séminaire-là, moi je voudrais d'abord me féliciter d'avoir pu tenir ça dans cet état d'esprit avec un bon débat et une bonne ouverture et une belle présentation sur en fait ce qu'on peut faire, ce qui se fait, ce qu'on peut faire, ce qui se fait. Et le constat que j'en tirerai, c'est qu'on n'en est pas qu'au balbutiement, mais presque de tout ce qu'on peut imaginer avec l'électronique et le numérique à la ferme. Ça ouvre beaucoup de voies de progrès et de perspectives de travaux et de travail pour toutes nos organisations agricoles, pour aller vulgariser la numérisation en agriculture comme ils l'ont fait pour le développement un peu plus basique à une époque. Donc il y a une grande marge de travail à faire
je remercie l'ensemble des intervenants à ce travail-là aujourd'hui et l'ensemble des participants. Je pense qu'on était quand même pas mal. 25, on est monté jusqu'à 25 ou 26, je crois, donc c'est pas si mal. Voilà, je vous remercie tous. Merci de votre invitation. Merci beaucoup. Oui, Donc, merci juste pour pour votre invitation. information, donc ce webinaire était enregistré et donc dès que possible, nous vous enverrons la retranscription ainsi que les coordonnées des différents intervenants. Et on invite tous les conseillers ou même tous les participants à vraiment rediffuser pour valoriser ce webinaire auprès de tous les membres de la filière régionale, voire plus large si vous le souhaitez. Voilà, merci beaucoup à tous, merci aux intervenants, merci aux participants. Et je vous Merci souhaite pour un bon l'organisation. après-midi. Merci. Merci pour l'invitation. Au revoir. Au revoir. Rien, Au au revoir. revoir. Excusez-moi, des personnes sont encore connectées. Et vous pouvez quitter ce webinaire afin qu'on obtienne l'enregistrement. Ce serait top.